Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va essayer de travailler ensemble quelques exercices de chapitre 4, l'hérédité chez l'homme. Alors on va commencer par la première partie concernant la restitution des connaissances. Donc premier exercice, exercice 1, donc répondre en mettant une croix X, c'est-à-dire dans la case qui convient. Voici quelques propositions et on va essayer de voir est-ce que ces propositions sont justes ou bien sont fausses. Alors, la première proposition, le programme génétique d'un individu est localisé dans le cytoplasme de ses cellules. Cette proposition, est-ce qu'elle est vraie ou faux? Donc, on sait que le programme génétique d'un individu se trouve dans le noyau et ne se trouve pas dans le cytoplasme. Donc, cette proposition, elle est fausse. Alors, pour B, la formule chromosomique d'une femme est 22 paires de chromosomes plus X. Alors, on sait que la formule chromosomique d'une femme, c'est 22 paires de chromosomes qui ne sont pas sexuels, plus 2 chromosomes sexuels, XX. Ce n'est pas un seul X. C'est pour cela, cette proposition, elle est aussi fausse. Deuxième proposition, toutes les cellules d'un individu hors gamète ont la même information génétique que la cellule œuf. C'est-à-dire, toutes les cellules d'individus, ce sont des cellules somatiques, ont la même information génétique que la cellule œuf, bien sûr, sauf les gamètes, parce qu'on sait que dans les gamètes, il y a une réduction chromatide, c'est-à-dire qu'on passe de 46 chromosomes à 23 chromosomes. Donc, cette proposition, elle est juste, vraie. Elle peut avoir des difficultés lors des greffes d'organes entre des vrais jumeaux. Donc, les vrais jumeaux, ce sont deux individus qui proviennent de la même cellule œuf et de le même noyau qui se divise en deux. Donc, est-ce qu'il peut avoir des difficultés lors de greffes d'organes? Ça se passe rarement qu'il y a des difficultés. Dans les greffes d'organes chez les vrais jumeaux, on a la réussite de presque 100%. C'est pour cela on peut dire que cette proposition, elle est fausse. Une paire de chromosomes peut être constituée de 2 chromosomes d'origine maternelle ou de 2 chromosomes d'origine paternelle. Donc, on sait que les gamètes qui donnent l'individu sont formés de 23 chromosomes dans le spermatozoïde et 23 chromosomes dans l'ovule. La fusion des deux gamètes mâles et femelles, c'est-à-dire la fécondation, va donner un 23 plus 23, c'est 46 chromosomes qui constituent l'individu. Donc, chaque chromosome, il y a un chromosome. Si on prend par exemple le chromosome 1, il a 2 paires. Un chromosome vient d'origine maternelle et un chromosome d'origine paternelle. Et n'est pas les deux que soient maternelle ou paternelle. Donc, cette proposition, elle est fausse. Alors, on va passer maintenant à l'exercice suivant. 2. Pour chaque question, répondre en soulignant la proposition exacte. C'est une question à choix multiple. Les cellules, sauf les cellules reproductrices d'un organisme possèdent. Est-ce qu'elles possèdent le même karyotype, des karyotypes différents, ou bien des karyotypes différents suivant le type de cellule? On sait que les cellules somatiques, c'est-à-dire sauf les cellules reproductrices d'un organe, elles ont le même nombre de chromosomes et les mêmes types de chromosomes. C'est-à-dire qu'elles ont le même karyotype. D'accord? Deuxième question.
toutes les cellules d'un organisme proviennent de la cellule œuf, la cellule fille, la cellule reproductrice femelle. Donc la cellule reproductrice femelle, elle ne peut pas donner un nouveau individu. La cellule fille, c'est le résultat d'une simple division cellulaire. Donc, toutes les cellules d'un organisme proviennent d'une cellule œuf. Troisième proposition, chaque chromosome comprend 2 filaments, un seul filament, ou bien soit 1, soit 2 filaments suivant le chromosome considéré. Bien sûr, quand c'est la structure d'un chromosome, le chromosome est formé de 2 filaments qu'on appelle chromatides, liés entre eux par un centromère. Donc, la réponse juste, c'est qu'il y a 2 filaments. Alors, on va passer maintenant à l'exercice suivant. Répondez aux questions suivantes. Voici des réponses courtes. Donc, combien y a-t-il des chromosomes dans une cellule humaine? C'est une question simple. On sait que la cellule humaine comporte, bien sûr, 46 chromosomes. Quelle paire de chromosomes est responsable du sexe de l'individu? Donc, le paire de chromosomes qui est responsable, on sait qu'il y a 22 paires de chromosomes identiques. Et il y a le 23e paire de chromosomes qui est différent et qui diffère le sexe de l'individu. Donc, c'est la 23e paire de chromosomes qui diffère le sexe de l'individu. C'est quels sont les chromosomes 23 d'une femme? Chez une femme, on a le même chromosome 23, c'est-à-dire qu'on peut trouver dans le karyotype XX. Donc, c'est son XX. D. Quand les chromosomes sont-ils visibles? Donc, on sait que les chromosomes parfois sont invisibles. On ne peut pas l'observer. On peut l'observer à partir, bien sûr, à partir de l'utilisation d'un microscope lors de la division cellulaire. Lorsque se fait la division cellulaire, on peut observer les chromosomes. De quoi sont constitués les chromosomes? On a déjà répondu à cette question-là dans l'explication. Donc, les chromosomes sont formés de 2 chromatides, de 2 moitiés identiques appelées chromatides, les reliées par un centromère. D'accord? Donnez 2 exemples de caractères héréditaires. Il y a des caractères, on a dit, qui sont dans le corps des caractères héréditaires et des caractères non héréditaires. Maintenant, il faut donner 2 exemples de caractères héréditaires. Il y a plusieurs exemples de caractères héréditaires, comme par exemple la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la forme du visage, la forme du nez, de bouche, des oreilles, etc. Par contre, bronzage ou bien musculature, ce n'est pas un caractère qui est héréditaire. Alors, maintenant, on va passer à l'exercice suivant. 4. Relier à l'aide d'une flèche chaque concept à la définition qu'il convient. Donc, voilà quelques concepts qu'on avait dans le cours. Les concepts de l'hérédité chez l'homme et ce qu'on appelle l'arbre généalogique, chromosome, karyotype, clone, gène. Et voici quelques définitions. Filament contenu dans le noyau des cellules, une portion de chromosome qui commande l'expression d'un caractère héréditaire précis, etc., etc., etc. Alors, arbre généalogique. La définition qu'il convient avec arbre généalogique, est-ce que c'est un filament contenu dans le noyau? Non.
Une portion de chromosome? Non. Un objet ou un organisme considéré comme identique à l'autre? Non. Une représentation graphique de la généalogie ascendante ou descendante d'un individu? Voilà, c'est correct. C'est ça la définition d'un arbre généalogique. Chromosome, c'est quoi un chromosome? Est-ce que c'est un filament contenu dans le noyau de cellules? Oui, c'est ça. C'est un filament qui est contenu dans le noyau de cellules. Karyotype, ce n'est pas une portion de chromosome, c'est un objet, organisme considéré comme identique, non. Donc, la représentation de chromosomes du noyau d'une cellule vit sous microscope ou microphotographie après ordonnancement par paire selon la taille. Voilà, c'est ça la définition de karyotype, c'est-à-dire qu'on fait organiser les chromosomes selon la taille des chromosomes. Clone, ce n'est pas une portion, mais un objet ou un organisme considéré comme identique à un autre. Clone, c'est-à-dire qu'on fait photocopie. Gène, donc il reste gène. Voilà, c'est une portion de chromosome qui commande l'expression d'un caractère héréditaire précis. Et voilà, on a lié les concepts avec leur définition. Maintenant, chers élèves, on va passer à l'exercice 2. Donc, voici un document réalisé à partir d'une observation microscopique. Voilà. C'est un document réalisé à partir d'observations microscopiques. On a des chromosomes. On perd 2, jusqu'à 23, 22, 23. Alors, les questions. Premièrement, nommez le document ci-dessus. Le document qu'on a vu, c'est un karyotype d'une cellule humaine. Ce qu'on appelle le karyotype. Citez le mode de classement des chromosomes. Si on revient au document, les chromosomes sont organisés par paire 2, 2, 2. Donc, les chromosomes sont classés par paire de plus grandes au plus petit, bien sûr. Donnez le nombre de chromosomes présentés dans une cellule humaine. On a déjà vu ça. Si on compte ici le nombre de chromosomes, on a 22 paires, c'est-à-dire 42, plus le paire X, Y, c'est 44, 45, 46. Il y a bien sûr 46 chromosomes dans la cellule humaine. Et donc, il y a 46 chromosomes dans une cellule humaine. Indiquez les chromosomes sexuels présents dans cette cellule. On a déjà vu que les chromosomes sexuels présents dans cette cellule, ce sont les chromosomes, le 23e paire de chromosomes, c'est-à-dire X, Y. Donc, c'est ça les chromosomes qui sont sexuels, X et Y. La dernière question, déterminer le sexe de l'individu qui porte ces chromosomes. Parce que cet individu porte le chromosome X et Y, donc elle a sexe masculin. D'accord? Maintenant, chers élèves, on va passer à la deuxième partie concernant le raisonnement scientifique. Et on va commencer par l'exercice 1. Pour étudier le caractère héréditaire couleur du pelage, c'est-à-dire la couleur de peau ou bien la couleur des poils, chez les souris, on commence par l'observation suivante. On a la reproduction chez les souris, on va commencer par cette observation-là. On a l'accouplement entre une souris mâle blanche et une souris femelle blanche. Donc la descendante sont blanches. Puis on a un accouplement entre une souris noire et plus une souris noire, mâle noir et femelle noire. On a des descendantes qui sont noires. Alors, lors de la reproduction,
à quel moment les petits ont acquis leur couleur de pelage. Donc, les petits sont formés, bien sûr, après la fécondation. Lorsqu'il y a fusion de gamètes mâles et la gamète femelle, et précisément le noyau de gamète mâle avec le noyau de gamète femelle. Donc, la couleur de pelage aussi, il a été formé, bien sûr, après la fécondation. Alors, on va voir qui est le responsable de cette couleur de pelage. On va faire les expériences suivantes. On va prendre une souris blanche, fécondée par une souris blanche, mâle blanche, puis une souris noire, femelle, fécondée par une souris mâle, qui est noire aussi. Puis, on va prélever les cellules œufs de la souris noire et de la souris blanche. Puis, on va faire échanger les noyaux. C'est-à-dire le noyau de la cellule œuf de souris noire, on va le donner à la cellule œuf de la souris blanche et vice-versa. Ensuite, on va replanter des cellules œufs dans les souris mères, la souris noire et la souris blanche. On a obtenu le résultat de petits comme ça. Donc, la souris blanche a donné un petit qui est noir et la souris noire, elle a donné un petit qui est blanche. Donc, le résultat obtenu s'oppose-t-il à celui de 1? Oui, c'est le contraire. Justifiez la réponse parce que la souris noire a donné un descendant qui est blanche. La souris blanche, je m'excuse, a donné un descendant qui est noir. Par contre, la souris noire a donné une descendante qui est blanche. Par contre, la souris blanche a donné une descendante qui est noire. Deuxième question, où il est donc localisée l'information relative au caractère couleur de pelage? Donc, on sait qu'on a fait changer les noyaux des cellules œufs. Donc, lorsqu'on a changé les noyaux des cellules œufs, on a obtenu des individus différents. Donc, la couleur de pelage se trouve dans les noyaux de cellules œufs. Donc, dans le noyau des cellules œufs. Chers élèves, maintenant, on va passer à l'exercice 2. Donc, voici un karyotype d'un individu atteint de mycoviscidose. Une anomalie au niveau des gènes perturbe la fabrication des muqueuses et provoque ainsi la maladie. Là, c'est une maladie qui touche des gens et qui provoque des crises respiratoires à cause de la manque de muqueuses, ce qui provoque une infection de l'appareil respiratoire chez ces individus-là. Alors, on va analyser ce karyotype. Voilà, il contient les 46 chromosomes d'une cellule. Et on a une gène dans le paire de chromosomes numéro 7, qui a cette anomalie. Alors, valider ou réfuter les hypothèses suivantes. Hypothèse 1. Donc, un nombre anormal de chromosomes est responsable de la mycoviscidose. Donc, ce n'est pas un nombre anormal de chromosomes. On a juste 46 chromosomes. Si vous faites compter et c'est le nombre de chromosomes, vous trouvez qu'il y a seulement 46 chromosomes. Donc, pas d'un nombre anormal de chromosomes. C'est-à-dire cette hypothèse, elle est réfutée. Deuxième hypothèse, les chromosomes de la paire numéro 7 sont entièrement responsables de la mycoviscidose. Non, le chromosome 7, ce n'est pas tout le chromosome qui est responsable de la mycoviscidose, c'est seulement une portion de chromosome. Aussi, cette hypothèse, elle est réfutée. Troisième hypothèse, seule une portion des chromosomes numéro 7 est impliquée dans la maladie. Voilà, c'est une hypothèse validée parce qu'on a seulement une portion de chromosome qui s'appelle gène qui est responsable de cette maladie. Donc c'est ça, le 1 et 2 sont réfutés, l'hypothèse 3 est validée. Expliquez pourquoi la mycoviscidose est qualifiée
de maladie génétique. C'est une maladie génétique, bien sûr, parce qu'il y a une anomalie au niveau des gènes codés pour ce caractère. Donc, on dit que c'est une maladie qui est génétique parce qu'elle est liée au gène. Donc, cette portion de chromosome est appelée gène. La mycosiodose est une maladie due à une anomalie au niveau d'un gène. Donc, c'est une maladie qui est génétique. Donc, maintenant, chers élèves, on va passer à la troisième exercice. Les documents ci-dessous représentent des karyotypes de deux individus. Voilà deux individus, deux cellules d'individus. Un individu qui est sain, karyotype d'une cellule, et karyotype d'une cellule d'un humain, d'un individu atteint de syndrome de Klinefelter. C'est une maladie qui est génétique aussi, syndrome de Klinefelter. On va voir la différence entre les deux karyotypes. Alors, indiquer les ressemblances entre les deux karyotypes. Si on fait une observation sur les deux karyotypes, on voit que les deux karyotypes, ils ont 22 paires de chromosomes. Aussi, il y a le paire de chromosomes XX sur les deux karyotypes, c'est-à-dire qu'il y a 23 paires de chromosomes. Donc, les deux karyotypes, ils ont 23 paires de chromosomes et une paire de chromosomes XX, comme on a déjà dit. Déterminer le sexe de l'individu du karyotype de document 1. Si on observe le karyotype de document 1, on voit qu'il est formé de XX, pas de Y. C'est un sexe qui est féminin. Donc, sexe féminin. Indiquer ce que les individus atteints de syndrome de Klinefelter ont d'anormal dans leur karyotype. Si on revient au karyotype, voilà, le document 2, ce sont les individus qui ont atteint de syndrome de Klinefelter. On observe qu'ils ont les deux paires de X et aussi Y. Il y a paire de Y. Donc, ils sont atteints il y a un autre chromosome qui s'ajoute. Elles n'ont pas 46 chromosomes, mais elles ont 47 chromosomes. Donc, c'est ça l'anomalie dans le karyotype de ces individus. Ce que ça provoque à la puberté la stérilité de ces individus. Exercice 4 maintenant. Le document ci-dessous représente une célèbre expérience de clonage d'animaux réalisée sur des bébés en 1996. Voilà une expérience de clonage qui est donnée d'Olé. Alors, dans le schéma de l'expérience de clonage présente ci-dessous, précisez où se situe la multiplication cellulaire. Si on fait une observation, une analyse de l'expérience, on voit que la multiplication cellulaire se fait ici pour former l'embryon, c'est-à-dire que se fait dans l'étape 4, après la formation de la cellule œuf. Donc, dans l'étape 4, quand la cellule œuf se multiplie pour donner l'embryon. Trouvez dans le schéma l'origine des différents constituants de la cellule œuf qui donnera Dolé. Donc, si on fait une analyse du schéma, donc la cellule œuf qui a donné Dolé, c'est ça. C'est dans l'étape 4. Le noyau de la cellule œuf, il provient de la cellule de glande mammaire de bébé A. Par contre, cytoplasme et membrane cytoplasmique proviennent de l'ovule de bébé B. D'accord? Voilà ce qui est noté ici. Donc le noyau provient de la glande mammaire de la bébé A et le membrane cytoplasmique et le cytoplasme proviennent de l'ovule de la bébé B. Précisez laquelle des trois bébés adultes ont été clonés pour donner naissance au Dolé et justifiant. Si on fait une observation aussi sur le document, on voit que Dolé, il a quelle couleur? Il a la couleur blanche. Donc, bébé qui a la couleur blanche, c'est A. Et donc, il est cloné à partir de A, parce que A, elle a donné noyau. Et on sait que la couleur se trouve dans le chromosome, c'est-à-dire se trouve dans le noyau. Donc, bébé, c'est un cloné de Dolé.
est un cloné de bébé A. Donc, le bébé A est cloné de lait de bébé A, car il possède la même couleur que la bébé A, caractère qui est héréditaire contenu dans le noyau. Mes chers élèves, on va passer à la dernière exercice dans la partie de communication graphique. Exercice 1. Voilà un chimiste qui s'appelle Fox se rend compte en préparant un produit, le PTSC, que certaines personnes de son laboratoire ressentaient un saveur amer à la moindre trace de poudre, alors que lui il ne ressentait rien. Il testait les membres de sa famille et il a fait des observations sur le nombre de sa famille. Donc à partir de ces observations, on va construire l'arbre généalogique de la famille de Fox en identifiant clairement Fox et on va aussi colorer les individus sensibles au PTC, ce produit chimique. Alors pour construire l'arbre généalogique, il faut poser ce texte-là devant vous. Regardez comment on fait, chers élèves. On va poser le texte devant nous pour essayer de réaliser l'arbre généalogique. Moi, j'ai le mis en gris les phrases qui sont importantes pour faire le schéma. Donc, au contraire de moi, ma femme est sensible au PTC. On sait aussi qu'il y a ici les symboles pour créer l'arbre généalogique. Donc, homme sensible, un symbole par carreau noir. Homme non sensible, carreau blanche. Femme sensible, cercle noir. Et femme non sensible, un cercle qui est blanche. Donc, on va passer. Donc, au contraire de moi, ma femme est sensible au PTC. Donc, on va première fois faire un symbole de Fox, qui n'a pas atteint de maladie, il n'est pas sensible. Mais par contre, sa femme, elle est sensible. Voilà, sa femme, elle est noire parce qu'elle est sensible. Relié entre eux au milieu, c'est-à-dire qu'il y a un mariage de couple. Ensuite, ce qu'il a dit, Fox est sensible au PTS, alors que son frère, le frère de son femme, son frère ne l'est pas. Il y a le frère de sa femme. Pour lier les deux frères, on fait comme ça. Pas au milieu. Comme ça, il y a les deux frères. Puis, parmi nos deux filles, elles ont une descendante qui sont deux filles. Deux filles. La plus jeune est sensible. Il y a la plus jeune qui est sensible, alors que l'aînée, c'est la deuxième fille, ne sent pas le PTC. Donc, elle a deux filles, un sensible et un non sensible. C'est l'aînée, n'a pas sensible, mais la jeune fille, elle est sensible. De même que son mari, c'est le mari de l'aînée, c'est ça, elle est mariée. Donc, comme ça. Son mari et ses trois filles. Et là, elles ont trois filles qui ne sont pas sensibles, comme les deux, mari et son mari. Donc, si vous observez comme ça, il y a mari et son mari qui ne sont pas sensibles. Par contre, notre fils, ils ont aussi un autre fils, Fox, il a un autre fils, voilà, qui est sensible. Tout comme sa femme et ses deux filles. Elle est mariée d'une femme qui est sensible et aussi elles ont deux enfants, garçons, qui sont aussi sensibles. Et voilà, on a fait construire l'arbre généalogique de la famille de Fox, puis on va identifier Fox, et voilà Fox. C'est tout. Merci mes chers élèves, et à la prochaine fois, Inch'Allah.